5 compétences que m'a enseigné la psychanalyse. Je suis Mathilde Juan, fondatrice de Méditant Fleurs, qui est une école dans laquelle je transmets les fleurs de Bach et leur application pour accompagner nos émotions. Et j'ai pas toujours fait ça. Figure-toi que pendant 8 années, j'ai exercé en tant que psychanalyste. C'est la porte d'entrée qui a été la mienne pour démarrer en tant que thérapeute. Alors il faut que je t'en dise un petit peu plus. Quand à 22 ans, je me suis trouvée dans un mal-être profond, je savais depuis longtemps que j'avais envie de démarrer une psychanalyse. Déjà parce que je l'avais étudiée en philosophie en terminale et que cette notion d'inconscient, toutes les approches de Freud, ça m'avait vraiment intriguée et c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. Donc quand je me suis sentie vraiment mal vers 22 ans, eh bien c'est très naturellement que j'ai demandé de l'aide à une psychanalyste. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Déjà, au bout de quelques semaines, j'ai senti que j'allais mieux. Il y avait un poids en moi qui était en train de se dénouer. Je me sentais moins triste. Et surtout, j'arrivais à mettre plus de sens sur ce que j'étais en train de vivre, puisque j'étais en train de traverser une épreuve, une sorte d'effondrement après une séparation amoureuse comme on peut en vivre à tout âge de la vie. Donc j'ai senti que j'allais mieux, qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait à nouveau respirer, redresser la tête. Mais en plus, il y avait vraiment de ma part un intérêt pour cette approche-là qui consiste à regarder à l'intérieur de soi, tourner le regard vers l'intérieur pour observer les forces en présence, ces fameuses forces inconscientes auxquelles on n'a pas accès de façon spontanée dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment besoin d'ouvrir un espace pour ça, pour regarder ce qui se joue dans nos profondeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément plu, stimulé intellectuellement, à tel point que après quelques mois, j'ai vraiment senti l'élan pour continuer le chemin au-delà de mon analyse personnelle pour me former et devenir à mon tour dans un futur lointain psychanalyste. Parce que oui, c'est une formation qui prend du temps. D'abord, l'idée c'est d'explorer soi-même son monde interne et puis ensuite de se former, de lire les auteurs et de pratiquer sous supervision. Mais j'ai mené à bien toutes les étapes et après quelques années, j'ai pu m'installer en tant que psychanalyste. C'est un métier que j'ai exercé avec passion et avec un amour vraiment profond pendant 8 années, jusqu'au moment où j'ai commencé à sentir les limites. Les limites pour moi, mais aussi les limites pour les personnes que j'accompagnais. La psychanalyse, c'est très analytique et c'est dans le titre, j'ai envie de dire. Psychanalyse, c'est analyse de la psyché. Donc c'est très mental, et pour moi qui avait déjà un mental qui carburait beaucoup et qui avait du mal à redescendre dans mon corps, du mal à connecter mes émotions, je voyais bien que c'était un chemin qui ne me permettait pas d'aller plus loin. Et de la même façon, j'avais du mal à accompagner vraiment ceux qui me demandaient de l'aide dans ces zones-là de libération émotionnelle, qui est ce qui nous transforme profondément. Alors je me suis tournée vers d'autres approches, d'abord pour moi, des approches plus somatiques, corporelles, plus subtiles aussi, plus vibratoires. Et là, j'ai senti qu'il y avait des choses qui bougeaient en profondeur. Alors petit à petit, j'ai ramené ces enseignements dans ma pratique de psychanalyste, jusqu'à ce que je rencontre les fleurs de Bach. Et là, la rencontre avec les fleurs de Bach, ça a été un vrai déclic. Parce que j'ai senti que ces élixirs floraux venaient faire redescendre dans toutes mes cellules les informations que j'avais comprises avec ma tête. Et je l'ai observé chez moi, mais je l'observais aussi chez les personnes que j'accompagnais, à qui je n'ai pas tardé à proposer également des fleurs de Bach. Et ça a été tellement fort que j'ai fait le choix, je me suis positionnée, j'ai senti que j'étais arrivée au bout de quelque chose avec la psychanalyse et j'ai fait le choix de fermer mon cabinet pour me consacrer pleinement à la transmission de la médecine des fleurs. Et pour autant, je ne renie rien de toutes ces années à œuvrer avec la psychanalyse. Pour moi, ça a été un outil magnifique, une très belle porte d'entrée. Je pense la seule à laquelle j'avais accès depuis l'endroit où je me trouvais au moment où j'ai démarré ce chemin-là, qui était un endroit très cérébral. Et ça a été vraiment pour moi un chemin qui m'a permis d'avancer jusqu'où j'ai pu, jusqu'à décider de refermer cette porte avec amour et gratitude. Donc c'est vraiment plein de reconnaissance et de gratitude pour cette approche qu'aujourd'hui je te partage 5 enseignements, 5
acquis que je garde précieusement de ces 8 années d'exercice en tant que psychanalyste. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai préparé un guide gratuit à télécharger qui reprend ces 5 enseignements fondamentaux. Si tu consultes déjà, ça pourrait bien t'aider à asseoir ton positionnement de thérapeute fiable et professionnel. Tu peux le télécharger dans la description. Le tout premier, c'est la capacité à être à l'aise dans le silence. Je sais, c'est un cliché, le cliché du psychanalyste qui est derrière son bureau, qui dit rien et qui a les yeux écarquillés et qui dit rien. Bon, moi, c'est pas vraiment comme ça que je le vivais. J'étais une psy qui parlait parce que c'était une approche active et qui était vraiment dans le lien. Et pour autant, j'ai appris à être vraiment à l'aise dans le silence, à être comme un contenant dans lequel la personne qui était en face de moi pouvait prendre le temps de goûter à un silence, non pas un silence qui renvoie au vide, à l'absence de réponse, mais plutôt un silence plein qui laisse le temps aux réponses d'émerger à son propre rythme. Donc j'ai vraiment pu comprendre que le silence n'était pas quelque chose à remplir ou à fuir, que dans ces moments-là, j'avais pas besoin de parler, de briser la glace, mais plutôt j'avais juste besoin d'être pleinement présente, de vraiment déployer comme mes bras symboliques évidemment, hein, je ne tendais pas mes bras comme ça, mais tu vois l'idée vraiment de remplir l'espace de ma présence pour être contenante pour celui ou celle qui était assis en face de moi. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que je conserve, être à l'aise dans le silence et faire en sorte que le silence soit constructif, qu'il soit nourrissant. Deuxième chose que je garde extrêmement précieusement, la psychanalyse m'a appris à poser un cadre clair et rassurant. Et je vois qu'il y a beaucoup d'autres approches thérapeutiques où ce cadre est un peu flottant et fait souvent défaut. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cadre clair et rassurant? Un minima, c'est de pouvoir annoncer un tarif, de pouvoir proposer une fréquence pour les rencontres. Troisièmement, la durée. La durée, c'est quelque chose qui peut être très insécurisant pour nos consultants parce que si on leur dit de prévoir 1 heure et que finalement on les garde 1h30 ou 2 heures, parfois on croit bien faire, on se dit « Ah, j'en donne plus qu'on m'a demandé », mais en fait c'est complètement contre-productif et ça peut vraiment insécuriser les personnes qui viennent nous voir et qui se sont conditionnées pour ouvrir leur monde interne 1 heure. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration et de présence d'ouvrir un espace vers l'intérieur de soi pendant 1 heure, surtout si c'est quelqu'un qui consulte pour les premières fois. Donc, allonger une séance sans l'avoir annoncé, ce n'est pas une bonne idée. Autre point, 4e point extrêmement important pour moi et qui était très apprécié par mes consultants, c'est la ponctualité. Les séances commencent et finissent à l'heure. Ça leur permet de s'organiser, ça contribue à créer quelque chose de sécure et de fiable. 5e point d'un cadre clair et rassurant, c'est de prévoir des conditions d'annulation. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas honorer un rendez-vous, c'est important de baliser qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe et ce qui est souhaitable, par exemple, c'est de fixer les conditions d'annulation à l'avance, de dire que on a le droit d'annuler un rendez-vous, mais que dans ce cas-là, il faut prévenir à l'avance, 24 heures, 48 heures, 1 semaine, c'est à chaque thérapeute de le fixer. Et puis aussi de dire quelle est la contrepartie, parce que le thérapeute il a bloqué un créneau. Est-ce que les séances sont dues? Est-ce que les séances sont dues pour moitié? Ça c'est vraiment quelque chose d'important à poser et d'extrêmement sécurisant parce que ça permet à celui qui consulte de ne pas honorer un rendez-vous pour quelque raison que ce soit et ensuite d'assumer cette décision en adulte, soit en payant la séance qu'il n'a pas pu honorer, soit en prévenant suffisamment à l'avance. Et ça, c'est vraiment considérer l'autre comme un adulte et c'est extrêmement apprécié. Donc la psychanalyse m'a vraiment appris à tenir ce cadre clair et rassurant. 3e enseignement que je conserve de la psychanalyse est une thérapie du lien, c'est-à-dire que à partir du moment où on démarre ce processus, on a des rendez-vous réguliers. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué parce qu'il y a certains psychanalystes qui proposent vraiment des fréquences très élevées avec des rendez-vous 2 voire 3 fois par semaine.
Bon, à chacun de trouver son juste milieu. Pour ma part, je proposais une séance toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et cette fréquence-là, elle permet de rester en lien. C'est pas je vous vois une fois, débrouillez-vous, rappelez-moi quand vous aurez besoin de moi. Ça, pour moi, c'est laisser un peu les gens dans la nature. La psychanalyse, c'est un positionnement clair, c'est un engagement de la part du thérapeute, c'est-à-dire que moi, je m'engage à vous recevoir toutes les semaines, à ouvrir un espace dans ma vie professionnelle pour vous, à vous réserver ce créneau et vous vous engagez à l'honorer, à honorer ce rendez-vous avec vous-même. Donc il y a vraiment un engagement mutuel et une connexion qui se crée qui ne peut pas s'établir de la même façon quand la fréquence est distendue, qu'on se voit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 36 du mois. Ça ne peut pas marcher. Et il y a quelque chose de vraiment important que j'ai pu ressentir en tant que consultante, mais aussi en tant que thérapeute, c'est que les outils, évidemment, sont utiles, mais ce qui soigne, ce qui fait du bien, c'est le lien. Et le lien thérapeutique, il y a vraiment quelque chose d'unique. C'est un espace, c'est un lien où le thérapeute est sans attente. Il est dans l'accueil, il est au service et il est sans attente. Il n'y a pas beaucoup de relations dans notre vie où on est dans des relations sans attente. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement réparateur de savoir que quelque part, il y a un espace où on a juste, entre guillemets juste, parce que c'est pas si facile, mais on a juste à se déposer et où personne n'attend rien de nous. 4e enseignement que je garde, c'est la capacité à être dans une écoute profonde. Une écoute profonde, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est pas une écoute où je vais chercher à retenir mentalement tout ce que l'autre me dit ou à prendre des notes de façon frénétique en ayant peur d'oublier des éléments. C'est que je vais écouter avec tout mon être, vraiment avec tous mes sens, avec mon corps, avec mes oreilles, avec mes yeux. Je vais écouter, vraiment je vais me laisser imprégner par ce que l'autre est en train d'exprimer. Et il va exprimer des choses avec des mots, une bonne partie avec des mots, mais pas uniquement. Il va exprimer des choses avec tout son être, avec sa façon de se tenir, avec son regard présent ou fuyant, avec son odeur même parfois. J'avais vraiment beaucoup d'informations olfactives. D'une séance sur l'autre, je sentais quand il y avait quelque chose qui avait bougé, je le sentais vraiment littéralement au sens propre du terme. Je le sentais aussi à l'intérieur de moi. Quelquefois, j'avais des émotions qui montaient à l'intérieur de moi que je gardais en général pour moi, mais qui étaient des indicateurs de ce qui se passait dans le monde de l'autre et qui n'étaient pas dit, mais qui étaient projetés de corps à corps, d'inconscient à inconscient. Donc apprendre à écouter profondément, au-delà des mots, avec tout notre être, sans chercher à retenir avec le mental, mais en ayant confiance que ma mémoire serait capable de restituer la bonne information au bon moment, même si c'était 6 mois plus tard. Et ça, c'est vraiment précieux. 5e enseignement que je conserve très précieusement de ces expériences en tant que psychanalyste, c'est une compréhension de la dynamique thérapeutique. Tu as peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le transfert, négatif ou positif. Le transfert, c'est les projections que notre consultant va faire sur nous. Quand elles sont positives, c'est plutôt agréable. Oh, vous êtes la meilleure thérapeute, vraiment, vous m'aidez tellement, que serais-je sans vous? Mais méfiance, parce que en général, ça ne parle pas de nous, même si on fait du bon travail, mais ça vient raconter quelque chose de l'histoire du consultant. Donc attention à bien regarder ça. Quand c'est positif, c'est pas trop dérangeant. Par contre, quand c'est négatif, mes amis, accrochez les ceintures parce que là, ça secoue et à ce moment-là, le consultant va projeter sur nous des éléments douloureux de sa façon d'être en lien avec l'autre, qu'il a pu vivre dans son enfance avec ses parents ou avec ses proches. Mais en tout cas, il va les projeter sur nous comme si on était un écran blanc. Et donc là, faut pas le prendre personnellement. Là, tu vois, tu te repasses les accords Toltec dans la tête en disant non, je ne prends rien personnellement parce que ça ne parle pas de toi. Mais il faut quand même l'encaisser et accuser réception de ça. Tu vois, quand on te dit vous êtes vraiment incompétente ou vous comprenez rien, ou des fois ça se manifeste aussi de façon plus subtile par des rendez-vous annulés, non honorés, des gens qui arrivent en retard. Et tout ça, c'est des choses qu'il est nécessaire de décrypter parce qu'on va commencer à parler de ça. Eh bien, on va aller un cran plus loin dans le lien et dans l'alliance thérapeutique. Donc, c'est pas des choses juste à observer, c'est des
fil à tirer avec beaucoup de douceur et de précaution. Et c'est aussi les transferts négatifs qui peuvent nous amener, nous thérapeutes, à vouloir arrêter notre métier parce que c'est trop dur, parce que ça nous met trop en difficulté. Il y a des consultants qui ont le talent pour appuyer exactement là où ça fait mal, sur notre syndrome de l'imposteur en particulier, mais pas que. Et dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, et la psychanalyse demande ça, c'est d'ouvrir un espace de supervision, c'est-à-dire avec un autre thérapeute plus expérimenté, auprès de qui on va pouvoir partager ces situations et qui va nous aider à prendre du recul, d'y voir plus clair sur la dynamique thérapeutique. Donc ça, c'est le transfert. Mais il y a un deuxième effet qui se coule encore plus profond, encore plus deep et subtil, c'est le contre-transfert. Le contre-transfert, c'est ce que moi, en tant que thérapeute, je ressens, ce qui se passe chez moi de façon inconsciente et que je vais projeter sur mon consultant. Et là, on commence à être sur des terrains glissants et ce contre-transfert, il faut vraiment l'écouter parce qu'il va nous renseigner sur ce qui se passe à la fois chez l'autre et à la fois chez moi et à l'endroit où nos deux inconscients viennent se rencontrer et parfois se clasher. Et si on veut faire du bon travail en tant que thérapeute, c'est vraiment important d'aller regarder avec beaucoup d'honnêteté et avec l'aide d'un superviseur qu'est-ce qui se passe, moi, dans mon inconscient, quand ce consultant rentre dans mon cabinet? Qu'est-ce qu'il me fait ressentir quand c'est du malaise? De quoi ça parle? Souvent, ça parle de ce qui se joue chez lui, mais ça peut aussi réveiller des choses qui se jouent chez moi. Et à ce moment-là, c'est ma responsabilité de m'en occuper. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je t'ai résumé tout ça dans une fiche de synthèse qui reprend ces 5 points. Si tu travailles dans la relation d'aide, si tu es thérapeute, vraiment je t'invite à regarder ces 5 points avec attention et à sentir où tu en es, comment tu te sens avec le silence, comment tu te sens avec ton cadre, est-ce que ton cadre, tu le ressens comme clair et rassurant pour l'autre, est-ce que tu acceptes d'être dans la thérapie du lien, c'est pas obligé, mais c'est quand même plus intéressant à mon sens, à quel point est-ce que tu arrives à écouter profondément l'autre et à quel point tu sens que tu peux comprendre la dynamique thérapeutique.